Alors, bonjour tout le monde, mon nom est Stéphanie Jacques, je suis chargée de projet à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Ça me fait grand plaisir aujourd'hui de vous présenter notre webinaire sur la reprise des tâches et activités après un AVC, donc sur l'activité sexuelle, la reprise de la conduite et l'activité professionnelle. Avant de commencer le webinaire et de vous présenter les conférenciers, je vais juste vous présenter quelques aspects techniques pour la plateforme GoToWebinar. Donc, juste vous assurer d'abord d'être bien inscrit. Ça va nous permettre ensuite de vous envoyer le certificat de participation et aussi l'enregistrement, ainsi qu'un court sondage pour connaître votre avis sur le webinaire. C'est là aussi que vous pouvez nous faire part, dans le fond, de s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on aborde les prochaines fois. Durant le webinaire, vous allez voir en fait que vous pouvez écouter le webinaire à partir du son de votre ordinateur ou de votre téléphone, mais votre propre son va être coupé. Donc, on vous invite à nous partager vos questions dans la petite boîte que vous voyez à l'écran, donc pour chatter. Inscrivez vos questions tout au long, puis on va les noter et les poser ensuite aux conférenciers à la fin. Vous voyez aussi à l'écran ici que vous pouvez ajuster le visionnement, donc agrandir l'écran au besoin et à votre convenance. Sachez aussi qu'on enregistre la session, donc comme mentionné, ce sera disponible par la suite. Toutefois, les diapositives ne vous seront pas envoyées après le webinaire. Assurez-vous aussi de fermer les haut-parleurs de votre ordinateur qui sont proches de votre téléphone pour que le son soit optimal. Donc, allons-y maintenant avec le webinaire. On a opté pour une formule un peu différente aujourd'hui. Vous allez avoir 3 courtes présentations avec 4 conférenciers. Donc, je commence en premier avec la présentation de Louis-Pierre Auger sur l'activité sexuelle. Louis-Pierre est ergothérapeute depuis 2013 à l'hôpital de réadaptation de Villa Medica et a principalement travaillé auprès de la clientèle post-AVC en réadaptation intensive à l'interne. Il a débuté en 2017 une maîtrise en sciences de la réadaptation à l'Université de Montréal et ses intérêts de recherche portent sur la sexualité, l'AVC et la réadaptation. Je vous souhaite donc un bon webinaire et je passe la parole à Louis-Pierre. Bonjour à tous, est-ce que je suis centré? C'est correct? OK. Donc, ça, moi, je m'appelle Louis-Pierre Auger. Ça me fait bien plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de ma présentation « Sexualité et intimité après un accident vasculaire cérébral ». Donc, avant tout, conflit d'intérêt, il n'y en a aucun de mon côté. Puis je voudrais dire merci à mesdames Shauna McCusker et Tracy Palmer qui ont présenté un webinaire d'1 heure sur la sexualité post-AVC le 21 février dernier, puis sur lequel ma présentation est basée. Les objectifs de la présentation, il y a améliorer les connaissances concernant la sexualité et l'intimité suivant un AVC, prendre conscience des facteurs importants à considérer par rapport à la sexualité et à l'intimité post-AVC, présenter certaines études qui visent à aborder la sexualité en réadaptation et finalement de vous donner des ressources autant pour vous, pour les usagers ou pour les familles. Donc, premièrement, les problématiques qui sont liées à la sexualité et le rôle de la réadaptation. Ce qu'il faut savoir, c'est que, suivant un AVC, les sentiments de perte et de deuil et les changements fonctionnels peuvent influencer la sexualité. Les changements au niveau relationnel peuvent aussi influencer la fonction sexuelle chez la personne. Donc, par exemple, s'il y a des conflits dans le couple, s'il y a une différence dans les dynamiques, ça peut amener de façon secondaire des dysfonctions sexuelles. C'est souvent difficile de parler de sexualité, autant pour les usagers, la famille, mais aussi pour les professionnels de la santé. On a très peu d'occasions, et parfois même aucune, de parler de sexualité avec un intervenant. J'ai dit « on », mais les usagers ont généralement très peu d'occasions de parler de sexualité. C'est nécessaire de personnaliser les notions qui sont enseignées à l'usager et ou au couple. Donc, par exemple, on ne se met pas à faire la revue de tous les symptômes au niveau sexuel qu'un AVC peut causer. C'est important de bien personnaliser notre enseignement à la personne. Le timing aussi est important, où on va faire l'intervention en sexualité. Et finalement, la relation thérapeutique du professionnel et sa compétence sont vitales en sexualité post-AVC. Est-ce que je parle assez fort? C'est-tu? Oui, OK, merci. Donc, premièrement, on va parler des meilleures pratiques post-AVC. Les patients devraient avoir l'opportunité de discuter de sexualité ou de leur fonctionnement sexuel avec un professionnel de la santé. La discussion devrait se produire durant les soins aigus
en réadaptation et au moment de réintégrer la communauté. L'information transmise devrait être sous forme verbale et écrite, en plus d'être adaptée pour les patients qui ont des troubles de la communication, par exemple une aphasie. Les patients et ou les conjoints devraient se voir offrir des périodes d'éducation qui abordent les changements généraux au niveau de la sexualité, les stratégies qui visent à minimiser les dysfonctions sexuelles et les questions qui sont souvent demandées par les patients. Juste pour attirer votre attention sur le premier point, on dit la discussion devrait se produire durant les soins aigus, en réadaptation et au moment de réintégrer la communauté. En ce moment, ce qu'on voit dans la pratique, c'est que ça ne se fait pas du tout. Donc, idéalement, au moins à un de ces points-là dans la réadaptation, ce serait important de parler de sexualité. Sexualité, sexe, intimité, c'est quoi la différence? Parce que la sexualité, c'est global, hein? C'est pas un concept qui est simple. La sexualité, ça réfère plutôt à ce que nous sommes, donc au niveau biologique, psychologique, etc. L'intimité, ça repose sur des bases plus élargies. La confiance, la communication honnête et ouverte, les objectifs et les attentes qui sont partagés, le respect mutuel et le souci de l'autre. Et finalement, le sexe, c'est plutôt là qu'on parle d'activité sexuelle, ce qu'on fait, autant en individuel qu'en couple. Les facteurs importants à considérer suivant un AVC, ce qu'on peut retrouver, c'est une diminution ou une absence de désir sexuel, une difficulté ou une incapacité à obtenir ou à maintenir une érection, diminution de la lubrification vaginale et de l'engorgement sanguin au niveau du clitoris, qui va venir influencer entre autres le plaisir durant les relations sexuelles. Une difficulté ou une incapacité à atteindre l'orgasme. Donc, juste pour faire la différence, c'est quand je parle de difficulté, c'est que par exemple, ça peut être plus long, ça peut demander plus d'efforts, mais c'est possible. Quand on parle d'incapacité à atteindre l'orgasme, on parle d'anorgasmie, donc il n'y a aucun orgasme. Et on peut parler aussi, AVC et fonction sexuelle, on retrouve une diminution de la fréquence et de l'intensité des orgasmes. Ici, on en parle moins, mais tout ça est associé à une diminution de la satisfaction sexuelle aussi et également à une diminution de la fréquence des relations sexuelles. L'AVC, en plus d'atteindre les fonctions qui sont liées à la sexualité, peut avoir des impacts secondaires qui vont aussi influencer la fonction sexuelle. Par exemple, les comorbidités comme le diabète qui peut influencer entre autres la sensibilité, une atteinte de la motricité, une atteinte de la sensibilité, autant une hypo ou une hyperesthésie. On peut avoir de l'incontinence urinaire ou fécale, partielle ou totale, les douleurs, des spasmes, des tremblements, hypo-hypertonie, bradykinésie. On peut avoir de la fatigue qui peut venir influencer la sexualité. Il faut savoir aussi que post-AVC, les gens ont souvent plusieurs médicaments à prendre par jour, puis qu'il y a plusieurs médicaments qui peuvent avoir des effets secondaires sur la sexualité. Entre autres, les antidépresseurs qui sont souvent associés à une perte de désir. Et j'en passe. C'est vraiment, il y a beaucoup, les médicaments, c'est quelque chose qui est assez, qui amène un bon risque d'avoir des dysfonctions sexuelles post-AVC. Ce qu'il faut regarder aussi, surtout chez la clientèle plus jeune, c'est tous les enjeux au niveau de la fertilité. On peut aussi voir l'atteinte du champ visuel ou l'héminégligence qui peut influencer la sexualité, les troubles cognitifs, l'atteinte langagière et finalement une labilité émotionnelle. Puis je suis sûr que vous pourriez trouver d'autres impacts de l'AVC qui pourraient influencer de près ou de loin la sexualité. Ce ne serait pas surprenant. Finalement, au niveau psychosocial, post-AVC, on a un risque augmenté de dépression et d'anxiété qui peut venir influencer la sexualité, une difficulté à réaliser certaines activités comme avant l'AVC, une diminution de la perception de son propre contrôle, le contrôle sur les situations qu'on vit, le contrôle sur sa propre personne, une diminution de l'estime de soi, une altération de l'apparence physique, de l'image corporelle et de la perception de son potentiel de désirabilité sexuelle, et finalement une atteinte de sa propre identité. Tout ça, ça peut venir aussi influencer la sexualité. Responsabilité, rôle sexuel, je vais passer rapidement parce que ça englobe certains des facteurs qu'on a déjà discutés, mais l'AVC vient avec des changements dans les rôles, va avoir un effet indirect sur le ou la partenaire. Ce qu'on voit dans les données probantes, c'est que les personnes qui vont avoir des dysfonctions sexuelles post-AVC
vont presque induire ces dysfonctions sexuelles-là chez les partenaires à cause justement des impacts psychosociaux que tout le processus de devenir proche aidant, les chocs post-AVC peuvent induire aussi sur le conjoint ou la conjointe. Il y a la peur qu'un autre AVC survienne durant les relations sexuelles qui peut amener de l'anxiété et finalement la croyance qu'une vie sexuelle active est réservée aux gens en santé. Comme vous voyez, j'en passe un peu. En pratique, qu'est-ce qui se passe? Les patients veulent apprendre sur la sexualité post-AVC et ils veulent en parler, mais ils ne reçoivent pas l'information qu'ils désirent de la part des professionnels de la santé. Il y a plusieurs études qui ont adressé ce phénomène-là. Dans un hôpital de Toronto, au départ de l'étude, ils ont constaté que presque 0% des personnes post-AVC recevaient de l'éducation post-AVC ou même juste d'avoir l'opportunité de parler de sexualité. Selon d'autres études, les patients ils rapportent d'avoir des informations insuffisantes au niveau de la sexualité. Vous voyez les chiffres, on a 81% et ça peut être, je vous dirais, plus élevé que ça. Une majorité voulait avoir de l'information au sujet de la sexualité dans la première année suivant l'AVC, dont 26% qui auraient voulu avoir de l'information d'ici à la fin de leur réadaptation interne ou externe. Donc, c'est une bonne proportion. Les barrières potentielles à intervenir en sexualité post-AVC, c'est que dans les données probantes, dans la formation universitaire, on n'a pas identifié de moment précis au cours de la réadaptation où la sexualité peut être discutée avec le patient. On s'attend aussi généralement à ce que le patient ou son conjoint, sa conjointe, approche un intervenant pour parler de sexualité, ce qui peut être difficile pour les usagers ou la famille pour plusieurs raisons. Par exemple, le tabou qui est lié à la sexualité, l'incertitude par rapport à quel professionnel on peut aborder la sexualité. Ce qu'on voit, c'est parmi les barrières potentielles aussi, c'est que contrairement à d'autres aspects de la réadaptation post-AVC, comme la marche et la physiothérapie, la santé sexuelle n'a pas été attribuée, n'a pas été associée à une autre profession que les sexologues. Puis malheureusement, dans nos installations publiques, il y a très peu de sexologues qui sont présents. Donc souvent, ça a tendance à être une balle qu'on se passe tous entre nous, puis que finalement, personne ne prend. Par contre, quand on aborde la sexualité, on peut avoir un effet auprès de la clientèle post-AVC. Il n'y en a pas beaucoup d'études qui ont abordé le sujet de la sexualité post-AVC, mais il y en a. Puis ce qu'on voit, c'est que le counseling sexuel qui est individualisé et la documentation écrite seraient deux moyens qui sont aussi efficaces pour améliorer la santé sexuelle des patients. Donc, c'est intéressant parce que ça nous donne une variété de moyens qu'on peut utiliser en nous disant, on peut quand même avoir un effet sur la sexualité, même sur des personnes post-AVC, même si j'ai pas le temps de prendre 1 heure ou 2 heures en thérapie individuelle avec eux pour en parler, vu les effets pour la documentation écrite. La recherche-action que je vous ai présentée il y a quelques minutes, qui a été faite à Toronto, ont réussi, en collaborant avec le milieu de réadaptation, à augmenter la proportion de patients post-AVC de 0 à 80% en 10 mois. La proportion de patients post-AVC qui ont pu aborder la sexualité durant leur réadaptation. Donc, on compare avec les chiffres que je vous ai présentés plutôt 80%, c'est pas banal comme résultat. On voit que c'est possible avec une méthode d'implantation de moyens qui est individualisée au milieu de réadaptation, que c'est possible d'augmenter la proportion de patients qui parlent de sexualité, donc de répondre aux meilleures pratiques. Entre autres, ce qu'ils ont utilisé dans l'étude, c'est un système de rappel pour se souvenir de parler de sexualité, une standardisation des procédures qui sont liées à la sexualité, d'identifier des moments clés dans la réadaptation pour soulever le sujet, et finalement de développer un outil d'aide à la communication pour les patients aphasiques. Des quelques études que j'ai pu lire jusqu'à maintenant, peut-être tout à l'heure, je vous parlais de l'importance du timing, puis je ne vous ai pas rien dit de clair par rapport au timing. Ce qu'on voit souvent, c'est dans les moments clés, c'est beaucoup vers le retour en communauté. Donc, si on est en réadaptation interne, ça va peut-être être plutôt au moment du congé de fin de semaine ou un peu avant quand on va préparer le congé de fin de semaine ou quand on va préparer le retour à domicile que là, on pourrait aborder la sexualité. Les gens en institution ont tendance à, quand ils sont hospitalisés à l'interne, ils ont d'autres enjeux à aborder. Donc, c'est plutôt au moment où on réintègre la communauté où là, la sexualité va redevenir possible, considérée. Oui. Et
dans l'étude que je vous présente ici, l'outil d'aide à la communication pour personnes aphasiques avait été assez utile. Les barrières pour offrir de l'éducation en sexualité. Hein. Je pense que c'est un sujet, la sexualité post-AVC, je ne dois pas être la première personne à vous en parler, que ça peut être atteint suivant un AVC et que ce serait bien d'en parler, mais on ne le fait pas beaucoup en pratique. Ce qu'on peut se dire, entre autres, c'est que c'est pas ma responsabilité. On n'a pas le temps et les ressources. Il y a une barrière langagière parfois, une peur d'offenser, une peur d'ouvrir une boîte de Pandore. Des fois, il y a de la documentation écrite qui est disponible, des fois, il n'y en a pas. Des fois, on n'a pas accès à la formation, hein, autant à l'université que dans les formations continues. C'est rare qu'on voit passer des formations qui sont axées sur la sexualité. Des fois, on va se dire comme intervenant, on va attendre que le patient en parle. Mais ce qu'on voit, c'est que les patients, vu qu'ils ne savent pas à qui en parler, ils vont s'attendre à ce que ce soit nous qui ouvrons le sujet avec eux. Donc, c'est notre responsabilité comme professionnels de la santé de parler de sexualité avec nos patients. Le patient pourrait sexualiser la réadaptation. Donc, ça, c'est une barrière. Entre autres, ça pourrait venir perturber le processus de la réadaptation une fois qu'on a abordé la sexualité. On pourrait tomber dans une dynamique de séduction. C'est vrai que c'est un enjeu qu'il faut adresser. Avec certains clients, ça pourrait arriver, mais en général, avec une approche professionnelle, il y a moyen de garder la sexualité dans un cadre, d'ouvrir le sujet sans que ça perturbe le suivi en réadaptation. Une autre des barrières, c'est le manque de connaissances et d'aptitudes. On est inquiet de causer une réaction auprès de la famille aussi, ou même des fois auprès de nos collègues. Quand notre milieu où on travaille, quand il n'y a pas de politique établie par rapport à la sexualité, c'est un sujet qui peut être facilement oublié. Et finalement, juste l'embarras, l'inconfort, ça peut être une barrière importante à adresser la sexualité. Donc là, je vous présente ici une étude qui a parlé des barrières à parler de sexualité, mais il y en a plusieurs qui ont été faits. Ce qu'on voit, c'est que c'est pas un sujet qui est facile à adresser. Par contre, c'est pas recommandé dans les meilleures pratiques post-AVC pour rien. C'est important pour les personnes post-AVC et on peut avoir un impact important sur leur qualité de vie. Je vois que j'ai du temps pour vous parler de mon propre projet de maîtrise, donc vous m'excuserez, je ne l'ai pas ajouté au PowerPoint parce que je ne savais pas combien de temps ça allait me prendre exactement là, pour si j'allais rentrer dans les temps. De mon côté, dans mon projet de maîtrise où je suis supervisé par Annie Rochette et Frédéric Courtois de l'Université de Montréal et de l'UQAM, on vise à implanter un dépistage des difficultés sur le plan sexuel dans un milieu de réadaptation à Montréal. Autant auprès d'une clientèle externe que interne qui ont subi un AVC. Le but de ce projet-là, c'est d'aider les professionnels de la santé à cibler auprès de qui on va parler de sexualité, auprès de qui on n'en parlera pas. Parce que post-AVC, c'est pas tous les patients qui veulent en parler, mais l'affaire, c'est que vu qu'on ne sait pas auprès de qui on va aborder la sexualité, puis vu qu'on n'a pas d'outils, on a tendance à l'oublier. Donc, mon projet de maîtrise à moi, c'est de tester un dépistage qui va nous permettre justement de catégoriser est-ce que cette personne-là veut qu'on adresse la sexualité ou pas dans sa réadaptation. Puisqu'il n'y a pas d'outils qui ont été élaborés, mettons, qui ont été testés dans les données probantes, le dépistage est basé sur le modèle PLICIT et sur une méthode de recherche qui a été porteuse de succès que je vous ai présenté tout à l'heure, de 0 à 80% d'amélioration de la proportion des patients qui ont pu adresser la sexualité. Donc, en combinant ces deux connaissances-là, on est arrivé à un dépistage de 4 questions qui finit ultimement par demander à la personne « Est-ce que vous voulez que la sexualité soit abordée en réadaptation? » Donc, moi, ce que je conseille aux intervenants dans mon étude qui vont implanter mon outil de dépistage, c'est de l'utiliser soit à la fin de leur évaluation initiale ou près du moment où on va réintégrer la communauté, comme je vous parlais tout à l'heure. Le but de ce projet-là, c'est d'aider les cliniciens à répondre aux meilleures pratiques et aussi d'offrir une bonne qualité de service aux usagers. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que là, on commence à tester l'outil et le projet prend de l'ampleur parce que pour dépister, il faut aussi être à l'aise d'évaluer et intervenir par la suite. Donc, ce qu'on m'a demandé, c'est non seulement d'implanter le dépistage, mais aussi
de parler de l'évaluation et de l'intervention en sexualité post-AVC. Donc, ce projet de maîtrise-là va m'amener à diffuser des belles connaissances qui j'espère, un jour, vont peut-être pouvoir se répandre là, à l'ensemble du système de la santé québécois. Donc, ça m'amène à conclure ma présentation. L'AVC, en gros, je vous rappelle, l'AVC peut avoir des conséquences importantes sur la sexualité et sur l'intimité des patients. Ça fait partie des meilleures pratiques canadiennes en réadaptation de l'AVC que la sexualité soit abordée par les professionnels de la santé avant la fin de la réadaptation, interne ou externe. Il y a certaines études qui peuvent guider les intervenants et les milieux de soins qui désirent mieux aborder la sexualité en réadaptation de l'AVC. Finalement, la standardisation des procédures liées à la sexualité, l'implantation graduelle d'initiatives personnalisées au milieu et la variation des méthodes d'enseignement, soit verbales ou écrites, semblent des moyens prometteurs pour répondre aux meilleures pratiques en réadaptation de l'AVC. Et finalement, la promotion de la santé, incluant de la santé sexuelle, peut être faite par tous les professionnels dans les limites de leur champ d'exercice. Donc, je vous encourage à parler de sexualité. C'est une habitude qui se prend et c'est souvent très gratifiant, c'est très bien reçu par les patients et ça vous permet d'augmenter la qualité de vos services. Je vous finis avec une liste de ressources qui peuvent vous aider. Par exemple, dans la Fondation de maladie du cœur et de l'AVC, il y a un beau livre qui a été fait, Votre cheminement après un AVC. Le chapitre 6, c'est sur la sexualité et l'intimité. Il y a aussi des groupes de soutien en ligne qui existent. Il y a le site des pratiques optimales de l'AVC au Canada. Et finalement, il y a le site strokeengine.ca sur lequel le module sur la sexualité va être ajusté au courant de l'été 2018. Donc, autant pour les patients, mais pour les cliniciens aussi, sur ce site Internet-là, Stroke Engine, vous pourriez retrouver des informations intéressantes. Donc, je vous remercie. Voilà la liste de références et je vous donne aussi d'autres lectures si jamais vous êtes intéressé par le sujet de la sexualité post-AVC, puis je vais rester jusqu'à la fin au cas où vous ayez des questions. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Louis-Pierre, pour l'excellente présentation. Donc, je vais avancer dans le fond à la prochaine. Sans plus tarder, je vais vous présenter votre deuxième conférencier de la journée qui va vous présenter la reprise de la conduite automobile. Donc, Bruno Olivry est un hypnothérapeute diplômé de l'Université de Montréal qui a travaillé pendant plus de 10 ans en réadaptation fonctionnelle intensive auprès de la clientèle en AVC. Après avoir obtenu un certificat de deuxième cycle de l'Université McGill en 2009, il a développé un programme spécifique d'évaluation et d'entraînement à la conduite automobile pour la clientèle AVC en phase 2. Ce programme a obtenu le prix 2013 de l'innovation de l'Association des conseils multidisciplinaires du Québec. Depuis 2011, M. Olivry travaille au sein de ce programme, intégré au programme de neurologie de l'hôpital de réadaptation Villa-Médica. Parallèlement, il a également été impliqué dans l'enseignement au programme d'ergothérapie de l'Université de Montréal, dans différents projets de recherche et travaille à l'Ordre des ergothérapeutes du Québec. Ça me fait donc grand plaisir de lui passer la parole. Bonjour. Je tiens à remercier la Fondation des maladies du cœur pour l'invitation. Donc, on va parler d'un deuxième sujet qui intéresse grandement les personnes ayant subi un AVC, qui est la reprise de la conduite automobile. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer, ni d'intérêts commerciaux, de relations commerciales à déclarer. Les objectifs de la présentation aujourd'hui, ça va être de regarder un petit peu les lignes directrices des pratiques optimales de la réadaptation post-AVC du module de conduite automobile. On va aussi regarder un petit peu les enjeux provinciaux. On regardera uniquement pour le Québec parce que si vous êtes intéressé par les règlements des autres provinces, je vous invite à regarder la présentation en anglais, qui était extrêmement bien faite sur le site de la Fondation des maladies du cœur. On discutera ensuite assez rapidement des approches pratiques pour la réadaptation. On n'aura pas le temps d'aller vraiment dans le détail parce que en 20 minutes, ça va être un petit peu rapide, mais vous aurez une idée un petit peu des approches pratiques. Ce que je vous propose comme plan de présentation aujourd'hui, on va commencer par regarder un petit peu c'est quoi l'enjeu de la reprise de la conduite après un AVC.
On va s'intéresser ensuite au cadre réglementaire, dans quel cadre légal se fait cette reprise de la conduite. Et enfin, je vous propose de regarder un petit peu comment on peut appliquer les pratiques optimales et les données probantes, puisque c'est ça qui nous intéresse en général, par le biais d'une étude de cas. C'est que si on regarde un petit peu l'enjeu de la reprise de la conduite après un AVC, c'est un enjeu majeur. La conduite automobile, c'est une des habitudes de vie les plus valorisées par la personne après un AVC. Puis en général, c'est synonyme de liberté, c'est synonyme d'autonomie pour beaucoup de personnes. Mais malheureusement, suivant les études, c'est presque une personne sur deux qui ne va pas reconduire après un AVC. Ça, évidemment, ça représente un coût qui est extrêmement important pour la personne, mais aussi pour la société. Parce que plusieurs études prouvent que l'arrêt de la conduite, ça entraîne de l'isolement, ça entraîne des dépressions, ça entraîne évidemment une perte d'autonomie, une perte des contacts sociaux. Tout ça, ça fait que la personne va finir par consulter plus souvent dans le réseau de la santé. Maintenant qu'on a dit qu'il y avait presque une personne sur deux qui ne reconduisait pas après un AVC, si on s'intéresse aux personnes chanceuses qui vont reconduire après un AVC, une étude faite en Australie a prouvé que les personnes qui reconduisaient après un AVC, puis qui avaient été évaluées par un ergothérapeute spécialisé comme moi dans l'évaluation de la conduite, ces personnes-là avaient malheureusement 2 fois plus d'accidents responsables que les personnes qui n'avaient pas eu d'AVC. Donc on voit bien que c'est un réel enjeu de santé publique parce que les personnes qui ne reconduisent pas vont consulter plus le réseau de la santé et surtout elles vont être en moins bonne santé. Et les personnes qui reconduisent, malheureusement, elles sont plus à risque. On voit bien que c'est sur ces 2 enjeux-là qu'il faut intervenir, surtout que c'est une demande des patients qui veulent reconduire. Maintenant qu'on a vu un petit peu l'enjeu, je vous propose de regarder c'est quoi, dans quel cadre réglementaire, dans quel cadre légal on travaille. Au Québec, c'est important de le savoir, il y a uniquement la Société d'assurance automobile du Québec qui est habilitée à émettre ou retirer le permis de conduire à quelqu'un. Quand vous entendez un patient qui vous dit c'est le médecin, c'est l'ergothérapeute qui m'a enlevé mon permis de conduire, c'est pas vrai parce qu'il n'y a aucun médecin, aucun ergothérapeute qui a ce pouvoir-là. Les seules personnes qui font ça, c'est la Société d'assurance automobile du Québec. Une autre règle importante, le permis de conduire, c'est un privilège, c'est pas un droit. Et avec ce privilège vient des obligations. Et une des obligations, c'est qu'un conducteur doit déclarer un problème de santé. Il a 30 jours pour déclarer un problème de santé. Donc, quand on reçoit notre permis de conduire, on a un petit papier avec. Quand on renouvelle notre permis de conduire, on doit compléter, dire si on a eu des problèmes de santé. Donc, la personne qui a eu un AVC devrait compléter ce papier-là. Qui peut déclarer un problème de santé à la Société d'assurance automobile? Il y a différents professionnels qui sont reconnus par la Société d'assurance automobile. C'est les médecins, les infirmières, les ergothérapeutes, les psychologues et les optométristes. Vous voyez que ça peut être un travail d'équipe parce que quand on s'occupe de l'AVC, en général, d'une personne qui a subi un AVC, on n'est pas tout seul. Donc on voit bien qu'il y a différents professionnels qui sont présents et qui peuvent déclarer. Cette déclaration, elle est régie par différents articles de loi que je viens de vous mettre en bas. Je vais vous les résumer. En gros, ce qu'ils disent ces articles-là, c'est que les professionnels dont je viens de parler, ils peuvent déclarer quelqu'un, un conducteur qu'ils jugent inapte à la Société d'assurance automobile en tenant compte des maladies, des déficiences ou des situations qu'ils jugent incompatibles avec la conduite. Ce que dit aussi ces articles-là, c'est qu'il ne peut pas y avoir de recours en dommages et intérêts au civil contre un professionnel qui a déclaré qu'il était prévalu de son droit discrétionnaire. Donc là, je viens de vous parler du droit discrétionnaire. Excusez-moi. Donc, discrétionnaire, ça veut dire que les médecins, les ergothérapeutes ne sont pas obligés de déclarer à la Société d'assurance automobile. C'est la différence, par exemple, avec nos voisins de l'Ontario. En Ontario, la déclaration pour les médecins, elle est obligatoire. Ils n'ont pas le choix, ils doivent déclarer. Nous, au Québec, la déclaration, elle est discrétionnaire pour la Société d'assurance automobile. Mais si on regarde nos ordres professionnels, si on regarde le Collège des médecins du Québec, si on regarde l'Ordre des ergothérapeutes du Québec,
pour eux, la déclaration, elle devient obligatoire quand il y a un risque de non-respect des recommandations, donc quand on a peur que le patient conduise, ou quand il y a un danger pour la personne ou pour autrui. Vous allez peut-être me dire, qu'est-ce qui se passe si j'ai une personne qui a un AVC, puis c'est un AVC léger, c'est moteur, puis on pense que dans les 3 prochains mois, la personne va récupérer. Ben là, on entre dans le cadre de ce qu'on appelle les déficiences temporaires. C'est-à-dire que la société d'assurance automobile nous demande de dire au patient qu'il ne peut pas conduire, mais elle nous demande également de lui dire quand il peut reconduire sans danger. Le but de tout ça, c'est d'éviter des démarches inutiles à la société d'assurance automobile. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne qui va dire au patient qu'il ne peut pas conduire, ça doit être la même qui lui dit qu'il peut reconduire. Comment est-ce qu'on peut déclarer quelqu'un à la société d'assurance automobile? La première des choses, c'est de stimuler le patient à se déclarer, c'est de lui rappeler la loi. La loi dit qu'on devrait déclarer une maladie, donc il devrait se déclarer lui-même. L'autre solution, c'est la déclaration d'inaptitude, le rapport médical qu'on appelle un M28. N'importe quelle information qu'on envoie à la société d'assurance automobile pour aider à constituer le dossier. Une autre solution, qui est une solution indirecte, c'est la vignette de stationnement. L'information qui est contenue au niveau médical, au niveau fonctionnel dans la vignette de stationnement, va être utilisée pour le permis de conduire. Donc, ça va forcément être su par la société d'assurance automobile. La société d'assurance automobile, elle a besoin d'informations pour décider ensuite de ce qu'elle va demander. Ce n'est pas vous qui dites la personne ne peut ou ne peut pas conduire. À partir de l'information médicale et fonctionnelle que vous donnez à la société d'assurance automobile, on va décider de la suite. Si on résume le cadre légal, la déclaration par les professionnels des conducteurs, elle est discrétionnaire. Il n'y a pas de secret professionnel pour les déclarations à la société d'assurance automobile. C'est le seul temps où on n'est pas soumis au secret professionnel. Il n'y a pas de poursuite possible pour avoir déclaré de bonne foi un conducteur. Par contre, il y a des poursuites possibles au civil si on n'a pas déclaré un conducteur qui serait dangereux. La façon de déclarer, je vous les ai mis ici. Ça peut être le formulaire médical, le M28, un formulaire visuel qu'on appelle un M5, et toute communication que vous pouvez faire auprès de la Société d'assurance automobile du Québec. Je vous ai mis ici les numéros qui sont réservés pour les professionnels de la santé. Maintenant qu'on a vu un petit peu c'était quoi les enjeux, dans quel cadre légal on travaillait, ce que je vous propose, c'est de regarder comment on va appliquer les données probantes en clinique pour la réadaptation à la conduite automobile. Puis on va faire ça en regardant l'histoire de Monsieur Jean, qui a 65 ans, qui est un mécanicien de véhicules lourds. Et il est déjà connu des services de neurologie parce que malheureusement pour lui, il y a 8 mois, il a fait un accident ischémique transitoire. Aujourd'hui, il arrive à l'urgence, en ambulance, un AVC gauche avec une hémiparésie droite et une aphasie. Donc, en quoi les données, les pratiques optimales vont nous aider? Déjà, les pratiques optimales, ce qu'elles nous ont dit, c'est qu'il y a 8 mois, après son accident ischémique transitoire, le neurologue avait rencontré Jean et il lui a donné l'autorisation de conduire après sa consultation. Ça correspond à la première donnée, première pratique optimale, qui dit qu'après un accident ischémique transitoire, on ne peut pas reconduire tant qu'on n'a pas eu une évaluation neurologique complète qui dit qu'il n'y a aucune perte et qu'il n'y a pas de risque de récidive évident. Maintenant, Jean, il a eu son AVC, puis il est en soins aigus. Il a été rencontré par le neurologue qui a dit à Jean et à sa femme qu'il ne pouvait pas conduire pour des raisons médicales. Puis l'ergothérapeute lui a rappelé lors de l'entrevue sur les habitudes de vie. Ça correspond également à une pratique optimale qui dit que suite à un AVC, il faudrait dire au patient de ne pas conduire pendant minimum, j'insiste sur le minimum, 1 mois. Puis, peu importe le type d'AVC, à partir du moment où on a fait un AVC, c'est minimum 1 mois, pas de conduite. Pourquoi? Il y a plein d'études qui le prouvent. Entre autres, une étude récente, on a demandé à des AVC légers d'aller sur un simulateur de conduite. Et on a comparé avec des personnes du même âge, même expérience de conduite.
Les personnes qui venaient d'avoir un AVC léger faisaient 4 fois plus d'erreurs sur le simulateur de conduite que les personnes du même âge, même expérience de conduite qui n'avaient pas eu d'AVC. 10 jours après son AVC, Jean il a été transféré en unité de réadaptation fonctionnelle intensive pour continuer sa réadaptation. En réadaptation, passé un mois, il faudrait dépister, idéalement ça doit être fait par un ergothérapeute, les déficits sensoriels, moteurs, cognitifs pour les personnes qui souhaitent reprendre le volant. J'insiste sur le après un mois. N'oubliez pas, pendant un mois, la personne ne peut pas conduire quoi qu'il arrive. Par contre, il n'y a pas d'obligation de faire le dépistage après un mois. Si la personne a compris qu'elle ne pouvait pas conduire, puis qu'elle n'est pas si pressée que ça, on peut attendre 2 mois, 3 mois pour laisser la chance à la personne de s'améliorer au niveau neurologique. Qu'est-ce que doit comprendre le dépistage post-AVC, le dépistage de la conduite automobile? Ça doit regarder au niveau sensoriel, et ce que nous disent les données probantes, ça doit regarder la vision, le champ visuel, l'attention visuelle. Si on regarde maintenant au niveau perceptuel, ça doit porter sur l'évaluation de la perception, la résolution de problèmes, la rapidité de prise de décision et le jugement. Au niveau moteur, la force, coordination, temps de réponse. Vous avez remarqué, il y a plusieurs domaines qui demandent de la rapidité, parce que la conduite automobile, c'est une des rares activités qui demande extrêmement beaucoup de vitesse. Et ça, on a de la misère à évaluer ça en clinique. Maintenant qu'on sait, suivant les pratiques optimales, sur quoi doit porter l'évaluation, qu'est-ce qu'on va utiliser pour évaluer Jean? Une revue systématique de la littérature pour les outils de dépistage à la conduite automobile post-AVC a montré que les outils les plus prédictifs, c'était le Trail Making A et B, la figure de Ray, le MVPT, le UFOV et le temps de réaction. Temps de réaction, ça c'est le freinage d'urgence. Mais ce qu'a prouvé aussi cette revue de littérature, et c'est ça le plus important, c'est que malheureusement, il faut faire attention de ne pas trop présumer du résultat sur la route en utilisant uniquement des tests neuropsychologiques. La conduite automobile, c'est une activité beaucoup trop complexe. Ça fait appel aux habitudes de conduite, à l'environnement, et malheureusement, il n'y aura certainement jamais aucun outil qui va nous permettre de prédire, de dépister de façon 100% sûre, 100% fiable, est-ce que quelqu'un va être sécuritaire ou non. Et la dernière chose, la plus importante que disait cette étude, c'est qu'il ne faut vraiment jamais utiliser un seul outil, un seul test. Il faut vraiment utiliser plusieurs tests. Je vous montre ici les tableaux récapitulatifs des tests utilisés par les recommandations canadiennes. Vous allez avoir des valeurs seuil. Je ne peux pas vous les détailler, c'est juste pour que vous ayez accès. Je vous conseille d'en prendre quelques-uns dans la pratique clinique, ceux que vous utilisez idéalement, puis d'utiliser les valeurs seuil pour votre pratique. Si on regarde maintenant qu'est-ce qui s'est passé dans le dépistage de Jean. Au niveau physique, qu'est-ce qu'on a constaté? Il y avait un problème à son pied, il y avait une diminution de la proprioception du pied droit, et ça, j'attire votre attention sur la proprioception du pied droit, c'est quelque chose qui est souvent négligé en clinique, mais qui est extrêmement important pour la conduite. Au niveau cognitif, il avait un UFOV en catégorie 3 sur 5, qui signifie des risques d'accident. Il avait un MVPT à 29 sur 36, avec une valeur seuil pour l'AVC, c'est 30 sur 36. Il y avait la présence de l'aphasie et il avait fait 3 erreurs au tracé B, qu'on a dit, qui est un des tests les plus prédictifs. Au niveau clinique, il y avait aussi la présence de l'habileté émotionnelle. Et au niveau sensoriel, l'équipe se questionnait sur la présence d'une quadranépsie inférieure droite. Suite à ça, il y a eu une décision d'équipe avec l'ensemble du portrait de Jean. Jean a été avisé que sa condition allait être déclarée à la Société d'assurance automobile du Québec. Il y a eu une déclaration d'inaptitude qui a été complétée avec un formulaire M28. Ça correspond à une autre pratique optimale qui dit que quand il y a des déficits neurologiques, la personne devrait passer une évaluation complète, incluant un test de conduite,
qui est approuvé par le gouvernement. Donc au Québec, c'est les évaluations fonctionnelles avec un ergothérapeute, avec un test sur route. Un mois après, Jean il a reçu la décision de la Société d'assurance automobile par écrit. Son permis de conduire a été suspendu avec la condition S. Ça veut dire qu'il ne peut pas conduire tout seul, il doit conduire avec un moniteur de conduite ou un ergothérapeute. Il a reçu une demande d'évaluation fonctionnelle par un ergothérapeute qu'on appelle un M57 et il a reçu une demande de rapport visuel qu'on appelle un M5. Ça inclut un champ visuel. Qu'est-ce qu'il y a dans l'évaluation de l'ergothérapeute? Il y a deux morceaux, entre guillemets. Il y a une évaluation en salle qui dure à peu près 2 heures, où on va regarder l'histoire médicale, on va faire une évaluation complète au niveau physique, cognitif, perceptuel. Et on va regarder aussi les habitudes de conduite et le besoin d'équipement, fait que si la personne a besoin d'adaptation, comme une boule au volant, des choses comme ça. La deuxième partie, c'est une évaluation sur route qui dure environ 1 heure avec un moniteur de conduite et un ergothérapeute. Et là, on va également utiliser des adaptations aux besoins. Ces évaluations-là sont disponibles dans les centres de réadaptation spécialisés, dans les programmes de conduite automobile. Chaque région au Québec a un programme d'évaluation de la conduite automobile. Si la personne ne souhaite pas aller dans le public, donc attendre, elle peut également accéder à l'évaluation en privé. Là, on parle d'environ 300 à 500 $ l'évaluation. Enfin, l'évaluation du rapport visuel, c'est pas obligé d'aller voir un ophtalmo pour ça, ça peut être un optométriste. Mais dans le cas des atteintes neurologiques, donc d'un AVC et d'un problème visuel, parfois c'est bon d'avoir l'avis d'un neuro-ophtalmologiste. Continuons maintenant avec l'histoire de Jean. Il est 2 mois post-AVC, il retourne à domicile. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un plan de transport alternatif pour qu'il puisse, comme le transport adapté, le but de ça, c'est qu'il soit autonome dans la communauté et qu'il puisse avoir la chance de se rendre compte qu'est-ce que ça fait de ne pas conduire, et ça permet de continuer de parler des enjeux de la conduite. Arrivé en externe, Jean, son but principal, c'est de reconduire. Fait que, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider dans les prérequis au test sur route? Et là encore, les pratiques optimales nous guident en nous disant que on devrait envoyer le patient vers des programmes d'entraînement comme un simulateur de conduite. On parle de programme d'entraînement en général, le simulateur de conduite c'est un des types d'entraînement qui est efficace. Si on regarde ce qui s'est passé pour Jean, je vous montre un peu le programme qu'il a eu. Au niveau cognitif, il a fait des exercices sur ordinateur, il a fait de la conduite commentée passager qu'on appelle l'approche CD, conduite ergo-dirigée en réadaptation. Il a également fait de l'entraînement physique pour son pied droit sur le simulateur et de l'entraînement avec des exercices spécifiques en physiothérapie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il avait un problème de communication et de lecture, fait qu'il s'est aussi entraîné à la lecture de panneaux rapides pour les panneaux de signalisation. La donnée probante que je vous mets en bas, en fait, c'est juste pour vous dire que suivant les études, il n'y a pas vraiment de différence entre certains logiciels spécifiques, comme je vous ai mis ici, comme le Luminosity et le UFOV, et les exercices généraux qu'on fait pour l'attention visuelle. Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Si on résume ce qui est arrivé à Jean, il a été avisé de ne pas conduire, il a eu un dépistage, son permis de conduire a été suspendu. 3 mois après, il a fait un premier test sur route qui a été un échec. Il a continué son programme d'entraînement que je viens de vous montrer, notamment en conduite commentée passager. 6 mois après, il a réussi son test sur route et 7 mois et demi après, il a reçu son permis de conduire. Ça fait maintenant 2 ans que j'en reconduis et ce qu'il dit, c'est que 2 ans après, je conduis moins qu'avant, je ne vais plus qu'aux places que je connais et j'évite le trafic. Je ne fais plus de longue distance. Ça correspond encore à une autre donnée probante qui dit qu'on devrait éviter de conduire quand on est fatigué, on devrait éviter d'aller dans des endroits non familiers pour diminuer les risques dont je parlais au départ quand les personnes AVC reprennent la conduite. Pour conclure, la route vers la reprise de la conduite, elle n'est pas facile. C'est long et semé d'embûches.
Les pratiques optimales sont là juste pour nous guider dans ce qu'on va faire. C'est important de commencer le processus le plus tôt possible. Et il faut parler des enjeux de conduite de façon claire et franche. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas repousser, donner ça au suivant en se disant bah, c'est trop tôt, on va passer ça au suivant, on ne parle pas de conduite pour l'instant. C'est important de connaître exactement notre destination. Ce que je veux dire par là, c'est que la réussite, ce n'est pas forcément la reprise de la conduite, mais c'est bien l'autonomie dans le transport dans la communauté. L'enjeu, il est double, c'est de continuer à travailler à la reprise sécuritaire de la conduite, mais également, c'est de préparer la personne à éventuellement cesser de conduire et à utiliser des moyens de transport alternatifs. C'est important de continuer de développer l'expertise dans la réadaptation de cette habitude de vie parce que je pense qu'il faut considérer la conduite automobile comme n'importe quelle habitude de vie. Je vous mets ici quelques références pour pouvoir continuer vos recherches et avoir accès aux différents outils dont je vous ai parlé et aux différentes données probantes. Je vous remercie beaucoup de votre attention et comme Louis-Pierre, je serai disponible pour vos questions à la fin. Merci. Merci beaucoup, Olivier, pour la présentation. Donc, on arrive maintenant à la troisième et dernière présentation. Sans plus tarder, je vous présente vos deux conférencières pour l'activité professionnelle. Donc, en premier, Mme Litovski, Julie Litovski, travaille au programme de réadaptation, au centre de réadaptation Constance Lethbridge depuis près de 27 ans. Étant titulaire d'un baccalauréat en ergothérapie de l'Université McGill, elle a commencé en tant qu'ergothérapeute pour ensuite devenir coordonnatrice clinique de ce même programme. Du même établissement et clinicienne depuis près de 20 ans au programme de réadaptation au travail, Mme Marie-Claude Sédon est conseillère d'orientation et coordonnatrice clinique. Elle est titulaire d'un baccalauréat en psychologie de l'Université Concordia, ainsi que d'un baccalauréat et d'une maîtrise en counseling et orientation de l'Université Laval. Au fil des années, Mme Litovski et Sédon ont participé activement à l'implantation d'un modèle d'intervention unique qui favorise la réintégration au travail des clients. Donc, il me fait grand plaisir de leur passer la parole. Merci. Bonjour. Merci à la Fondation des maladies de cœur et de l'AVC de nous recevoir aujourd'hui. Avant de débuter, nous tenons à dire que nous n'avons aucun conflit d'intérêt, ni June ni moi, à déclarer. Donc, comme Tiffany l'a mentionné, en nous présentant, June et moi, on travaille au centre de réadaptation Constance Lethbridge. Donc, c'est la phase 3 du processus-là de la réadaptation. C'est une réadaptation, évidemment, qui est axée sur la réintégration sociale et socio-professionnelle. Donc, ce qui nous amène à vous parler du retour au travail post-AVC aujourd'hui. Donc, les objectifs de la présentation, en fait, c'est de contextualiser le retour au travail post-AVC, de décrire les lignes directrices sur les pratiques optimales lors d'un retour au travail post-AVC, illustrer les enjeux reliés au retour au travail et proposer un modèle d'intervention pratique. Donc, on va commencer avec quelques données probantes. Donc, les pratiques optimales de l'AVC au Canada ont recensé des données et voici certaines données probantes. Donc, le retour au travail augmente la qualité de vie du patient et du conjoint. Les facteurs psychologiques, la fatigue, les incapacités à reprendre les tâches sont des obstacles au retour au travail. Les possibilités d'accommodement et d'adaptation au travail sont des facilitateurs. Et il y a une moyenne de 44% seulement de gens qui ont eu un AVC qui vont retourner au travail. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas vraiment de modèle d'intervention qui se démarque quant à son efficacité. Nous, dans le fil de la présentation, on va vous parler du modèle qu'on s'est créé, nous, à Constance Lethbridge. Donc, même si les données probantes font état de facteurs favorables et d'obstacles, au-delà de ces éléments, il y a d'autres facteurs qui peuvent influencer, avoir un impact soit positif ou négatif lorsqu'on parle de retour au travail. Le schéma qui est présentement à l'écran recense plusieurs de ces éléments-là. Donc, il y a des facteurs qui sont environnementaux, il y a des facteurs qui sont plus personnels aux clients. Dans chacune de ces catégories de facteurs-là, en fait, il y en a qui peuvent être un petit peu plus
contrôlés, si on veut, ou sur lesquels on peut, soit le client ou les professionnels peuvent agir, comme bon, le transport, l'accessibilité, le sentiment d'efficacité personnelle et même les croyances, à la limite, peuvent être travaillés. Par contre, l'historique d'emploi, l'âge, certaines comorbidités aussi, c'est plus difficile à changer. Il y a des choses, évidemment, dont on n'a aucun pouvoir. On a mis en rouge, vous voyez, fatigue, aphasie et les peurs du client. Donc, selon notre expérience, ces trois éléments-là sont assez charnières comme étant des obstacles assez majeurs lors du retour au travail. À peu près tous nos clients qui ont eu un AVC, on parle d'en faire un autre. La plupart des clients aussi vont faire le lien entre un emploi pré-AVC hyper stressant. Donc, de retourner à cet emploi-là, il y a beaucoup de craintes, évidemment, là, ça amplifie la peur de faire un deuxième AVC. Les lignes directrices, encore là, qui nous proviennent des pratiques optimales de l'AVC Canada, proposent en fait des étapes de cueillette d'informations et d'intervention au niveau des gens qui ont fait un AVC pour le retour au travail. Donc, à la première étape, évidemment, il y a du dépistage initial qui doit être fait. Donc, est-ce que le client était au travail au moment de l'AVC? Est-ce qu'il était aux études? Est-ce qu'il faisait des activités de bénévolat? L'évaluation cognitive aussi, qui devrait être faite dans les premières semaines, premiers mois de l'AVC, ou du moins un dépistage qui pourrait être éventuellement revu en réadaptation phase 3. L'évaluation continue, ça va sans dire. Le pronostic est réévalué continuellement au fil de la réadaptation pour voir l'évolution de la condition, considérer les impacts et les besoins et les priorités du client. Donc, ça permet de réajuster le pronostic au fur et à mesure de l'évolution de la condition. La reprise d'une activité professionnelle. Donc, c'est important d'introduire la notion de retour au travail, un peu comme la conduite automobile tout à l'heure, tôt dans le processus. D'encourager aussi la reprise des tâches professionnelles pour maintenir le plus possible le sentiment d'un rôle de travailleur chez le client. Par contre, il ne faut pas que ce soit fait au détriment non plus des autres habitudes de vie. Il faut être en mesure d'être minimalement autonome si on veut pouvoir aller travailler. Voilà, donc il ne faut pas perdre de vue les autres habitudes de vie non plus. L'accessibilité à des services de réadaptation fonctionnelle et information. Donc, c'est ici principalement que s'inscrit nous notre partie dans le processus de réintégration au travail. Sensibiliser les employeurs aussi et les milieux d'enseignement. Potentiellement, on peut avoir soit des accommodements à demander ou des adaptations à proposer. Alors, c'est sensibiliser beaucoup les employeurs et les milieux d'enseignement à cet effet-là. Quelques enjeux maintenant, quand on parle de retour au travail, il y en a probablement plus que ça. Nous, c'est les enjeux qui nous apparaissent les plus majeurs et dont on travaille beaucoup à Constance Ladouche. Donc, lors du processus de retour au travail, on parle du maintien du lien d'emploi qui est primordial. Donc, c'est important de pouvoir maintenir le lien, de vérifier si le client a toujours un lien d'emploi, mais aussi de le maintenir parce que souvent, pour certains clients, c'est leur seule chance, en fait, de pouvoir rester actifs sur le marché du travail. Leur profil de travailleur ne leur permet pas toujours, en fait, de pouvoir transférer leurs compétences vers d'autres types d'emplois. Donc, réintégrer un emploi avec des tâches connues peut permettre à des clients là, de retomber un petit peu dans des automatismes, donc qui peut faciliter leur réintégration là, à leur emploi. Donc, parfois, un pronostic qui peut être sombre au point de départ, quand on maintient le lien d'emploi et que la personne peut retourner, le pronostic peut devenir plus favorable. La durée de l'absence, ça va sans dire. Plus, évidemment, les gens sont absents longtemps du marché du travail, plus c'est difficile. Le retour est difficile. C'est pas impossible, mais c'est sûr qu'on s'ajoute un défi supplémentaire là, si on attend trop longtemps après. Les séquelles silencieuses, on les appelle silencieuses chez les AVC légers. En fait,
C'est un peu la fatigue qu'on a vue dans le tableau précédent. Il y a aussi la planification, l'organisation, la mémoire. Des fois, on rencontre des clients, les entrevues, ça se passe bien, le discours, la communication est fluide. Après ma barre, on n'a pas l'impression qu'ils ont des difficultés. Ils iraient passer une entrevue d'embauche, ils pourraient potentiellement être embauchés. Ça se passe bien de ce niveau-là. Ils vont avoir des bons résultats à l'évaluation neuropsychologique ou en ergothérapie. Donc, des fois, on a tendance à prendre pour acquis que le retour au travail va s'effectuer vraiment là, sans aucune difficulté. Faut quand même rester vigilant. Même chose que la conduite auto qui a été mentionnée tout à l'heure, les résultats de test ne peuvent pas être prédicteurs à 100% du retour au travail, du succès en fait du retour au travail. Il y a des clients, comme je vous disais, qui réussissent bien les tests en salle et tout. Quand ils ont une tâche à la fois à faire, ça se passe bien. Là, quand on arrive dans le contexte du retour au travail, dans un milieu où ils n'ont pas toujours évidemment le contrôle sur la chronologie ou les tâches qu'ils ont à faire, souvent le multitâche devient vraiment difficile et parfois même impossible à faire. Donc, c'est vraiment rendu sur le milieu de travail, en fait, qu'on va se rendre compte des difficultés. Le dernier enjeu, l'établissement de partenariat, clients, professionnels de la santé, assureurs. C'est sûr qu'on est beaucoup là au niveau des assurances privées quand on a une clientèle post-AVC. Donc, c'est important, encore là, d'amorcer une conversation avec l'employeur, l'assureur assez tôt dans le processus. Question que toutes les parties impliquées puissent aller vers le même objectif. La communication est vraiment essentielle. On a eu un cas où un employeur a déjà offert 4 stages à une jeune cliente dans des types d'emplois différents pour nous aider vraiment à valider sa capacité à occuper de son emploi. Ça n'a pas fonctionné. Après ça, on a essayé de voir d'autres types d'emplois chez le même employeur. Le processus là, a duré plus d'1 an, ce qui est quand même assez long pour nous, mais ça arrive. Donc, c'est une jeune femme qui avait eu un AVC dans la vingtaine. Alors, au niveau des assureurs, l'enjeu est quand même assez important. On a tenu l'assureur informé de toutes les démarches, des difficultés qui étaient vécues là, lors des essais. Donc, il y a eu beaucoup d'accommodements qui ont été faits par l'employeur. Mais en bout de ligne, ça n'a pas fonctionné. Donc, cette jeune femme-là a été reconnue inapte à tout emploi par son assureur, mais le fait qu'on a entretenu une conversation, des suivis avec l'assureur, on est convaincu que ça a eu un effet positif malgré tout. L'employeur n'a pas été sous le choc, en fait, d'apprendre après 1 an que cette jeune femme-là ne pourrait pas retourner sur le marché du travail. Nous, on ne recommandait pas ça. Donc, en bout de ligne, elle a été indemnisée. Voilà, elle avait la difficulté majeure, c'est au niveau de l'aphasie, l'apprentissage de nouvelles tâches, au niveau de la communication aussi. Donc, malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour elle. Donc, en fait, aider au retour au travail, c'est vraiment de rétablir l'équilibre, l'interaction entre la personne, son environnement, identifier les enjeux, favoriser une interaction, puis maximiser la communication entre les différentes parties. En fait, considérant les éléments qui viennent d'être nommés, l'équipe à Constance Lethbridge a développé une approche pratique au retour au travail. On travaille beaucoup en interdisciplinarité, mais aussi en interprogramme. On a la chance d'avoir le programme de neurologie et le programme de réadaptation au travail. Donc, dans le cas d'un AVC, il peut arriver que les équipes travaillent conjointement ou qu'ils travaillent de façon l'une après l'autre selon les atteintes du client. Alors, il peut commencer dans le programme de neurologie, puis ensuite, s'il n'y a pas de lien d'emploi, il est transféré au programme de retour au travail. Ou si il y a un lien d'emploi, bien, tout le retour au travail va être pris en charge par l'équipe traitante. Il n'y a pas de bris. Peu importe qui fait, le processus demeure le même là, à travers la réadaptation. Donc, si on regarde les étapes une à une, l'entrevue initiale, c'est le premier contact avec le client. C'est fait par le ou les coordonnateurs cliniques des programmes de neurologie et de réadaptation au travail et le médecin. La décision de qui va prendre en charge le client va dépendre de la nature ou de l'ampleur des séquelles,
de la reprise ou non des habitudes de vie autres que le travail et la présence ou non du lien d'emploi. Dans tous les cas, c'est lors de cette entrevue que les disciplines à impliquer vont être identifiées. C'est aussi le moment où l'approche est expliquée au client et le coordonnateur s'assure d'obtenir les noms des partenaires qui sont à impliquer au cours du processus. Les assureurs, les employeurs, les médecins, ainsi que les autorisations pour communiquer avec eux. Une fois que le client est admis au programme de réadaptation au travail, un tandem composé d'une ergothérapeute et d'un conseiller en orientation est assigné au dossier. Ce tandem-là va procéder alors à une évaluation initiale conjointe. Cette évaluation sert à valider les informations reçues du référent ainsi qu'à compléter celles obtenues lors de l'entrevue initiale. On est beaucoup plus dans le détail des tâches de travail, du climat organisationnel, du profil du client et de sa perception par son travail et de ses inquiétudes. Celle-ci nous aide à cerner les obstacles à surmonter, toujours du point de vue du client, mais aussi les leviers sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour favoriser le retour au travail. L'évaluation du milieu de travail est une étape importante dans la validation des informations reçues du client. Ce que le client perçoit comme opportunité chez son employeur, c'est parfois pas toujours la réalité. C'est important d'aller valider directement avec l'employeur. Ça peut se faire en partie par une conversation téléphonique ou si c'est des emplois plus manuels, c'est important là, de se rendre directement et faire la visite du poste de travail. C'est à cette étape-ci aussi qu'on a fait le pouls, l'ouverture de l'employeur quant à la possibilité de faire un retour au travail progressif ou des possibilités d'accommodement et une description de tâches officielle qui nous permettra de planifier notre évaluation et nos mises en situation. L'information recueillie va permettre à l'équipe de mieux orienter ses interventions et donc imaginer la meilleure stratégie de retour au travail. Une fois que ces premières interventions et évaluations sont complétées, l'équipe, ça c'est le tandem et les autres membres de l'équipe qui ont été identifiés comme étant des disciplines importantes, s'assoient tous autour de la table pour discuter du dossier, nommer les obstacles et les facilitateurs, planifier les interventions et faire un premier pronostic d'équipe. Il faut s'assurer de demeurer réaliste et de pouvoir aider le client à rester centré sur ses objectifs de retour au travail. Donc, selon les difficultés qui ont été identifiées, que ce soit au niveau physique, psychologique, neuropsychologique, et les enjeux de retour au travail, toutes ces disciplines peuvent être impliquées là, ou être appelées à intervenir auprès du client. Peu importe les disciplines, tous ces thèmes sont généralement abordés, mais certains vont être répondus via des entrevues individuelles et d'autres peuvent être aussi adressés en groupe, comme par exemple la gestion d'énergie et l'activité physique. L'horaire équilibré, la marge de manœuvre lors du retour au travail, le retour au travail après un arrêt, l'importance de l'activité physique, la valeur du travail et les alternatives au travail, comment communiquer nos besoins de façon efficace avec notre famille, nos collègues, nos employeurs, la gestion de l'anxiété, le contexte des assureurs, l'ergonomie et l'importance d'une saine alimentation sont tous des sujets hyper importants dans le processus de réadaptation au travail. Avant de retourner un client dans son milieu de travail, il faut le rassurer sur sa capacité à faire son travail et éviter un échec devant ses collègues qui pourrait être très néfaste pour lui, mais aussi pour évaluer les risques pour tous les parties. Les risques financiers d'un employeur qui reprend un travailleur qui n'est pas prêt à retourner. Donc, l'équipe va s'assurer de mettre en place des mises en situation pour reproduire les tâches de travail. Un peu comme Marie-Claude disait tantôt, c'est pas simplement les tests standardisés qui vont faire qu'un client va être capable de reprendre, c'est aussi pour voir sa performance dans des tâches de travail connues. Donc, les mises en situation peuvent être supervisées par différents professionnels selon le type de mise en situation. Et l'horaire des mises en situation et la façon dont le client se comporte, performe, vont nous donner l'information sur ses capacités dans un contexte pratico-pratique. C'est un bon complément aux évaluations et ça évalue la performance du client sur une plus longue période de temps parce que les mises en situation se font sur une journée et une semaine de travail. Donc, tout au long du processus, il y a une mise en commun des résultats via des discussions de cas hebdomadaires et des réévaluations du pronostic. Il ne faut pas craindre d'émettre un pronostic initial et de le revoir, le changer au besoin. Dans certains cas, il arrive qu'un pronostic favorable devienne sombre après quelques temps, et l'inverse aussi est vrai. Une fois que toutes
que les évaluations sont terminées et que l'équipe est confiante qu'il n'y a plus de risque pour le client de santé un retour au travail, un plan de retour au travail est élaboré et envoyé au médecin traitant pour son approbation. Il est important de garder le médecin traitant informé des démarches parce que c'est lui qui va rester impliqué avec le client quand l'équipe de réadaptation va se retirer. Donc, cette étape-là permet aussi de rassurer le client et ça facilite beaucoup le partenariat et la collaboration de l'employeur. Une fois qu'on a reçu l'autorisation du médecin traitant, une rencontre avec l'employeur est organisée avec le client, le tandem, les ressources humaines et le supérieur immédiat. Dans les milieux syndiqués, il y a souvent aussi un représentant syndical qui est présent. L'assureur est informé de cette démarche, mais en général, il n'est pas présent à cette rencontre. La rencontre a pour but de mettre en place les canaux de communication pour la durée du retour au travail, déterminer la marge de manœuvre et s'assurer de la compréhension de chacun des attentes de tout le monde. Donc, une fois que tout est en place, on peut maintenant entamer le retour au travail progressif ou l'évaluation à milieu réel. La différence entre les deux terminologies est bien simple. Un retour au travail progressif, c'est que le client est payé pour les heures qu'il travaille chez l'employeur, tandis qu'une évaluation en milieu réel, c'est comme un stage de travail. Et là, le client, les conditions, l'employeur n'a pas de perte financière. Fait, comme il ne paye pas ton salaire, l'employé se sent moins responsable et sent que c'est plus, il y a moins de stress sur ses épaules pour la reprise de ses tâches. Et nous, en réadaptation, c'est l'approche qu'on a tendance à préconiser, mais ce n'est pas toujours possible selon le type d'entreprise ou les assureurs. Ce qu'on souhaite d'un retour au travail, c'est de permettre aux clients de s'approprier ses tâches de travail et de reprendre graduellement l'endurance pour faire un bon travail. Que ce soit un retour progressif ou un stage, il y a toujours un suivi qui est régulier, téléphonique ou sur place, avec le client et l'employeur pour s'assurer que tout se déroule comme prévu. Les intervenants peuvent apporter le support requis au client ou à l'employeur selon le besoin. On souhaite tous que le retour au travail soit un succès, mais il peut arriver qu'on ait besoin de modifier certaines tâches ou l'environnement. Chez certains employeurs, il est possible de le faire, tandis que chez d'autres, ce n'est pas possible. Et c'est dans ce cas-là qu'il faut réorienter vers un nouvel emploi. Alors, c'est là que le conseil en orientation va être, qui est déjà impliqué depuis le début, mais va être d'autant plus important dans la deuxième phase. Il arrive aussi parfois que les séquelles de l'AVC soient suffisamment importantes, surtout dans les cas d'aphasie, que l'équipe doit aider le client à faire un trait sur le travail et le diriger vers une activité plus de type occupationnel. Et là, le support supplémentaire peut être offert au client dans ce contexte, avec les autres membres de l'équipe. Alors, ça fait un bon résumé de tout ce qu'on fait à Constance Le Bridge. Donc, on voulait vous laisser sur peut-être des petits pièges à éviter. On a beau avoir beaucoup d'expérience, des fois on peut se laisser prendre par certaines choses. Donc, de sous-estimer l'impact de la fatigue, de l'aphasie et des peurs du client qui sont réelles et très présentes dans bien des cas. Se fier au dire du client, sans validant la situation de travail. On fait référence un petit peu à l'exemple que je donnais là, tout à l'heure d'un client qui se présente en entrevue, ça se passe super bien, il connaît ses tâches au niveau des compétences verbales, il n'y a pas de problème, mais en situation réelle, c'est plus difficile. S'en tenir à notre impression initiale, évidemment. C'est un peu dans cette optique-là aussi qu'on travaille maintenant en tandem, on peut comme combiner un peu des points de vue de différents intervenants et travailler seul. Dans la mesure du possible, on essaie d'être en multi ou en interdisciplinaire et attendre à la fin pour parler travail. Il faut commencer à en parler tôt. Tout est une question de timing aussi, un petit peu comme la conduite. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Marie-Claude et June. Vous pouvez rester en fait assis. On va en profiter pour passer à la période de questions et fermer la webcam en même temps. Avant en fait de passer aux questions, juste mentionner la fondation, on va faire au mois de juin un petit webinaire sur les faits saillants du bulletin sur l'AVC. Donc, ce sera le 6 juin prochain de 14h à 15h. Donc, c'est un webinaire d'1 heure avec Francine Forget-Marin, qui est directrice ici des affaires santé à la Fondation, la neurologue Dr Laura Gioia et Annie Sainte-Marthe, qui est une survivante de l'AVC. Donc, chaque année, il y a un bulletin sur l'AVC au mois de juin et on va vous présenter des faits saillants de celui-ci.
Donc, allons-y avec les questions. Finalement, on vous invite à nous les envoyer tout de suite, puis on va commencer avec certaines qui nous ont déjà été posées. Donc, en premier, pour M. Olibri, dans un contexte de soins aigus, est-il préférable de recommander de ne pas conduire sa voiture pendant au moins un mois pour tous les AVC, même les AVC légers? Voilà. Ben, oui, effectivement, ça fait partie c'est une pratique optimale. On demande, peu importe le type d'AVC, même les AVC légers, de ne pas conduire pendant un mois. Et comme je le disais peut-être de façon un peu trop rapide pendant la présentation, c'est soutenu par plusieurs études qui prouvent que les personnes post-AVC, même très légers, leur attention, leur concentration va être moins bonne et ça va avoir un impact sur le risque d'accident. Ça ne veut pas forcément dire que les personnes ne seraient incapables de conduire, mais elles seraient à un risque trop élevé. Fait que la meilleure pratique, c'est pas de conduite minimalement pendant un mois. Et dans le cas d'un client qui n'ira pas en réadaptation, c'est qui va pouvoir l'aviser quand reprendre la conduite dans ce cas-là? Ça, c'est toujours un problème parce que la personne qui recommande aux patients de ne pas conduire pendant un mois devrait être aussi la personne qui lui dit quand est-ce qu'elle peut reconduire. Donc, ces personnes-là, c'est toujours problématique parce qu'en clinique, il faudrait que ce soit la personne qui lui a dit, qui la revoit pour lui dire maintenant vous êtes correct, vous pouvez reconduire. Donc, c'est souvent des patients qui vont être référés dans un suivi externe juste pour ça, quand le suivi est disponible. Idéalement, ce serait ça. OK. Donc, on a une question aussi pour M. Auger. Il est mentionné que les patients demandent parfois s'il est dangereux de reprendre les activités sexuelles. Donc, est-ce qu'on aborde ça un peu comme les autres activités physiques ou il y a des recommandations particulières? En fait, c'est ça, cette crainte-là de refaire un AVC en ayant une relation sexuelle, elle n'est pas validée par les données probantes. Le risque n'est pas plus augmenté en ayant une relation sexuelle, par exemple, de faire un autre AVC comparé à prendre une marche à l'extérieur, monter des escaliers. Donc, si la personne est médicalement stable, l'activité sexuelle ne devrait pas causer un autre AVC. Cette inquiétude-là n'est pas fondée. Merci. Ensuite, on a une autre question pour M. Olivry. On mentionne en RFI, on a tendance à attendre avant de révoquer le permis. Quel est le coût d'attendre et ou de demander une évaluation versus d'attendre une amélioration possible et éviter peut-être de nombreux deuils en même temps aux patients? Donc, c'est préférable d'attendre ou de ne pas attendre. Voilà. C'est toujours un petit peu du cas par cas. Quand le patient est compliant puis qui comprend qu'il ne peut pas conduire, on peut attendre si on pense que la récupération neurologique va être suffisamment bonne pour qu'on n'ait aucun doute et qu'on se dise cette personne-là est correcte pour conduire. On a tout intérêt à attendre avant de faire les tests. Puis si, par contre, on pense que la personne ne va pas récupérer sans doute suffisamment pour qu'on n'ait aucun doute et qu'on se dise on est correct, on se sent confortable de le laisser conduire, il vaut mieux le déclarer suffisamment tôt parce que ça lui permet de commencer le processus et éventuellement de pouvoir commencer le deuil si jamais au final il ne reconduit pas. Parce que c'est comme n'importe quelle activité de la vie quotidienne, si jamais il n'est plus capable de reconduire, à un moment donné, il faut que le processus s'enclenche pour pouvoir commencer à y penser, puis commencer à faire le deuil. Fait que si on attend 6 mois, la personne va commencer le deuil 6 mois plus tard. Fait que le temps du deuil est toujours le même, malheureusement. Fait que souvent, on veut attendre pour le bien de notre patient, mais c'est pas toujours l'idéal. C'est un peu du cas par cas. Il n'y a pas c'est pas coupé. Merci. Parfait. Donc ici, on en a une autre là, que je vais lire au fur et à mesure, qui est pour le retour au travail. Donc, on est ici, quand on en arrive à explorer les activités occupationnelles, le processus a-t-il préparé le patient au deuil du retour au travail? Est-ce qu'autant d'énergie est mise à explorer les activités occupationnelles?
Souvent, quand on est rendu à cette étape-là, le client a vécu son retour au travail, c'est un processus, ça a été discuté tout au long, il a été présent lors des prises de décision, donc dans les révisions de pronostic, le client, c'est pas une surprise, comme c'est pas une surprise pour les employeurs et les assureurs, tout le monde est sur la même longueur d'onde et le deuil est commencé là, en cours de processus. À la fin, il s'agit juste de trouver des activités qui sont plus valorisantes, que ce soit via du bénévolat ou que ce soit via des activités de loisirs plus significatives. Donc, ça se fait de façon naturelle et graduelle. Mais l'équipe de réadaptation est là pour aider le client. Oui. Donc, pour trouver des Pour alternatives. trouver des alternatives, tout à fait, oui. Parfait, merci. Donc, également, ici, on en a une autre pour le retour au travail. Il nous demande ici si pouvez-vous valider que le modèle que vous proposez ne comporte pas d'évaluation par simulation des tâches de travail avant d'annoncer le pronostic au client. Donc ici, est-ce qu'on peut voir peut-être de valider qu'est-ce qui a motivé le choix de ce modèle, considérant que l'impact de ces résultats d'évaluation peuvent avoir sur le pronostic. Je ne sais pas si la question est claire. Voulez-vous que je la repose ici? Donc, le retour au travail. Pouvez-vous valider que le modèle que vous proposez ne comporte pas d'évaluation par simulation des tâches de travail avant d'annoncer le pronostic au client? OK. C'est que dans le modèle qu'on a fait, le pronostic, on se fait tout d'abord un pronostic d'équipe, à savoir qu'on pense que ça va être quoi, difficile ou plus facile le retour au travail. Donc, on identifie les enjeux, on fait un pronostic, puis après ça, on essaie de défaire un peu les barrières, les obstacles. Et là, oui, le client prend part, on lui dit notre pronostic. On pense que ça va être difficile, mais voici ce qu'on a à faire pour... Ce qu'on propose, c'est fait évidemment en bonne et due forme dans un plan d'intervention. On va déjà, émettre un premier pronostic qu'on discute. Ça peut arriver, nous, dans notre programme, qu'on fasse aussi des plans d'intervention moins longs que 90 jours pour justement voir s'il y a une bonne évolution, on peut se réviser plus tôt ou des choses comme ça. Donc, le client est vraiment au cœur de ça, donc il n'y a pas de surprise. Même si le pronostic est défavorable, on laisse toujours la chance au coureur et c'est pour ça qu'on va faire quand même une mise en situation après, juste pour aller s'assurer que le pronostic demeure défavorable, parce qu'on peut avoir des surprises quand les clients est face à des vraies tâches de travail. Merci. On a ici une question pour M. Olivry. Il nous est demandé, qu'arrive-t-il si la personne a un permis de conduire américain ou ontarien qui ne sont pas connus de la SAQ, mais hospitalisés au Québec? Ben, comme professionnel de la santé, on agit suivant notre base réglementaire qui est la Société d'assurance automobile au Québec. Fait que toutes les personnes qui vont être hospitalisées mais qui ont un permis étranger d'une autre province, etc., on va parler des permis étrangers, plus États-Unis et autres. On n'a aucun impact là-dessus, on ne peut rien faire. Par contre, si c'est des pays qui ont des ententes avec le Québec, si on déclare à la Société d'assurance automobile du Québec, des fois il peut y avoir des liens qui se font avec le pays d'origine ou la province d'origine. Quand c'est au Canada, c'est moins problématique parce qu'il y a des liens avec les autres provinces. Si c'est aux États-Unis, ça dépend des États aux États-Unis. Il y a des États qui ont des ententes, d'autres qui n'ont pas d'entente. Pratico-pratique, quelqu'un pourrait conduire avec un permis de la Floride, par exemple. Et on ne peut pas faire grand-chose. OK. Je vais en profiter en fait pour poser une question à M. Auger. Donc, comment suggérez-vous apporter le sujet de l'intimité avec les survivants de l'AVC? J'en profite en même temps parce que vous avez mentionné votre projet où il y aurait 4 questions, si je ne me trompe pas, à aborder. Donc, peut-être que ça fait un lien avec ça. Donc, qu'est-ce concrètement que les professionnels pourraient commencer, dans le fond, avec un patient? Okay. Très bonne question. En fait, une approche qui est recommandée, c'est premièrement de demander à la personne si elle nous permet de parler de sexualité avec elle.
c'est après ma barre, c'est oui ou non. Donc là, ça ouvre la porte déjà un peu. Ensuite, c'est important d'expliquer pourquoi est-ce qu'on va parler de sexualité avec la personne post-AVC, parce que c'est pas tout le monde qui savent que l'AVC peut avoir un impact sur la sexualité. Donc, ils peuvent nous prendre un peu à brûle pour point si jamais les intervenants nous parlent de sexualité puis on s'attend pas à ça. Ensuite, on peut donner certains exemples des inquiétudes. Par exemple, comme je vous ai parlé tout à l'heure, c'est l'inquiétude de refaire un autre AVC par rapport à la sexualité ou de parler que les dysfonctions érectiles, par exemple, c'est un des symptômes post-AVC. Par contre, en même temps, des fois, à la première, quand on aborde le sujet, il n'y a pas une façon de faire. Même moi, dans mon étude, c'est un guide, c'est pas un verbatim mot pour mot à dire parce que la sexualité, c'est personnel, d'une personne à l'autre, ça va varier. C'est conseillé de commencer par des sujets plus généraux pour ensuite y aller vers des sujets plus spécifiques, puis ça, parce qu'on en a parlé avant le webinaire, mais en gros, on peut commencer par demander à la personne comment ça va à la maison, comment ça va avec votre conjoint, votre conjointe. C'est plus au niveau des relations. Des fois, selon ce que la personne va nous dire, ça peut nous ouvrir, ils peuvent nous tendre une perche qui là nous amène à demander, OK, puis quand vous êtes retourné chez vous, par exemple, comment ça a été dans votre intimité? C'est vraiment de garder des mots plus intrusifs comme érection, lubrification, les relations sexuelles, c'est de les garder plutôt pour la fin quand on va avoir déjà commencé à entamer le sujet. Fait que si vous y allez déjà avec ça, je pense que vous avez un haut risque de succès là, d'avoir une belle conversation saine et productive. Là. Oui. Est-ce que vous pourriez donner des exemples d'autres exemples de sujets plus sensibles versus moins sensibles pour faciliter l'approche, disons, initiale versus ce qu'on va aborder de façon subséquente? Oui, ben en fait, dans ma présentation, tous les symptômes que je parlais, donc baisse de lubrification, dysfonction érectile, des douleurs lors de la pénétration, ça, c'est des sujets que je dirais qui sont plus sensibles. C'est à garder pour la fin. On peut même s'appuyer sur des questionnaires standardisés pour guider la conversation de ce côté-là. Puis sinon, c'est vraiment d'y aller dans le plus général. Ce que je crois qui est porteur de succès, puis que certains collègues m'ont déjà parlé, c'est vraiment d'y aller avec les relations, d'y aller avec le fonctionnement général du couple, la communication. Ça va être une belle façon de commencer aussi à aborder la sexualité éventuellement. C'est juste de regarder, ou des fois juste de demander comment va votre conjoint. Donc, c'est une façon détournée d'y arriver. Ou sinon, justement, d'y aller plus général, si vous voulez vraiment parler de sexualité puis que la personne est célibataire, vous ne connaissez pas trop son contexte de vie, là, d'abord, on commence par ouvrir la porte. Est-ce qu'on peut parler de sexualité ou pas? Comme ça, après, on a l'art juste comme professionnel de jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Fait que, c'est ça que je vous dirais pour commencer. Là. Ouais. Oui, ici on a une question encore pour M. Létry. Il est mentionné, si nous sommes témoins d'un client qui conduit pour venir à sa thérapie malgré une condition S, quelles sont les interventions nécessaires à faire afin de ne pas nuire à notre lien thérapeutique? C'est un petit peu, ça rejoint un petit peu la question tout à l'heure par rapport au permis étranger. Il faut toujours se poser la question de la dangerosité. Fait que si ça devient dangereux pour la personne ou pour surtout les autres, dans le cas de la conduite automobile, ça devient un problème éthique. Et là, c'est important de consulter son comité d'éthique parce que pour la conduite, effectivement, le secret professionnel, on peut le rompre uniquement à la société d'assurance automobile. Mais une fois que le permis est suspendu et que le client conduit toujours, on a fait le tour de ce qu'on pouvait faire. Donc là, ça devient éthique. Est-ce qu'on doit déclarer à la police parce qu'il y a un danger qui est évident? J'ai déjà entendu des histoires de personnes avec des permis suspendus qui avaient des accidents en venant en thérapie. Fait que c'est des choses qui existent. Il n'y a pas de réponse. C'est vraiment, ça devient éthique et à savoir si ça devient dangereux, je pense que c'est là qu'il faut passer par le comité d'éthique et déclarer à la police pour faire une intervention. Puis autre chose que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est vraiment de sensibiliser la personne le plus possible. La plupart du temps, ça va fonctionner. La personne va comprendre c'est quoi les risques, c'est quoi l'impact. Si on lui explique calmement, sans faire la morale ou donner de leçons, d'habitude, ça passe plutôt bien.
Puis si ça passe pas, ben là on tombe dans comité d'éthique, déclaration à la police. Et ça va être difficile de garder le lien thérapeutique. Mais idéalement, il faut passer par quelqu'un d'autre que le thérapeute. C'est toujours des cas complexes, mais il faut intervenir s'il y a une question de danger. Merci. Aussi, on a une question pour le retour au travail. Donc, quels critères utilisez-vous pour choisir la modalité de retour au travail, donc progressif, peut-être versus un stage d'évaluation? Comme je disais dans la présentation, on essaie d'y aller par stage parce que ça élimine le stress, la pression sur le client. Mais si on n'a pas le choix, on va y aller avec un retour. Puis ça aussi, le client va être consulté dans cette démarche-là. Le client peut décider, lui, de faire un retour au travail progressif au lieu de faire un stage parce qu'il veut être rémunéré. Il y a une question de finance aussi là-dedans. Mais d'un point de vue clinique, nous, on aime mieux y aller avec un stage non rémunéré pour faciliter l'entrée, puis après ça, introduire la notion de retour au travail progressif. Parfait, merci. Ici, c'est juste un petit retour pour M. Auger. On nous demande où on pourrait trouver les questionnaires standardisés, donc parler pour aborder le sujet de l'intimité et de la sexualité. OK. Premièrement, les questionnaires standardisés que je vous propose, c'est vraiment pour, on parle ici un peu d'appréciation normative au niveau de la sexualité. Quand on n'est pas sexologue ni médecin, je pense que c'est important de venir se baser quand même sur des scores pour pouvoir avoir une meilleure impression clinique dans les limites de notre champ professionnel. Donc, ces questionnaires-là, vous allez les utiliser souvent déjà quand vous allez avoir abordé la sexualité. Donc, je vous dirais, ils vont vous assister dans votre évaluation, mais ils ne vont pas vous assister à aborder la sexualité théoriquement parce que si vous le présentez à votre patient, moi, je vous conseille d'avoir déjà ouvert la porte en lien avec la sexualité. Mon projet de maîtrise à moi, c'est de développer, entre autres, un outil de dépistage parce qu'il n'y en a pas de ce côté-là pour ouvrir la porte. Donc, pour des personnes qui seraient intéressées, je pourrais vous laisser mon adresse courriel. Peut-être qu'ils pourraient vous communiquer à la Fondation de maladie du cœur, puis vous pourriez les référer vers moi ensuite. Mais sinon, c'est vraiment... il n'y a pas une formule toute écrite pour aborder la sexualité. C'est vraiment de le nommer comme elle est, de se préparer d'avance, mais on n'est pas obligé de faire ça à les grandes pompes non plus. On peut l'aborder comme on aborde l'incontinence, comme on aborde le retour à domicile. Ça se fait au courant d'une thérapie. On n'a pas besoin d'un test pour le faire. Mais je vais quand même vous donner un nom. Là, il y a si vous faites une recherche sur Google, là, des outils standardisés, il en existe, mais ils ne sont pas spécifiques à la population AVC. Il y a le Female Sexual Function Index, le FSFI pour les femmes, puis le International Index of Erectile Dysfunction, si ma mémoire est bonne, là, le IIED pour les hommes. Mais comme je vous dis, vous pouvez me contacter par courriel, puis je pourrais vous orienter si jamais c'est un besoin. Là. Il en existe en français. Oui. Merci. Donc, on va y aller peut-être pour la dernière question, vu qu'il reste juste une petite minute. Donc, pour fermer cette période de questions, on a une question ici pour M. Olivry. Est-ce pertinent d'effectuer les tests de dépistage durant la phase aiguë, donc en milieu hospitalier, même si nous ne sommes pas à l'intérieur du délai de 1 mois post-AVC? On revient encore comme tout à l'heure. Si la personne quitte et elle ne va pas être suivie ensuite, on n'a comme pas le choix que de le faire avant le 1 mois, même si c'est pas du tout une période idéale, parce que on n'a pas suffisamment de recul après l'AVC. Donc les résultats qu'on aura au dépistage, on peut pas vraiment beaucoup les utiliser. Mais si la personne quitte, on n'a comme pas le choix pour plus s'indiquer si elle quitte et qu'elle n'a pas de suivi, il faut le faire pour se dire, je vais devoir revoir cette personne-là dans 1 mois, mettons. Et c'est là que c'est la difficulté pour les soins aigus, parce que les soins aigus, d'habitude, ne font pas ça. Ils ne revoient pas les personnes après, et ils ne peuvent pas faire ça. Fait que ça tombe un peu entre les cracks du plancher. C'est les cas les plus difficiles. C'est pour ça que quand c'est possible, dans les régions où c'est possible, de référer en externe pour au moins être sûr qu'ensuite de ça, il va y avoir un suivi.
c'est l'idéal, parce que, mais si la personne n'est pas suivie du tout, ben, il faudrait quand même faire un dépistage, idéalement le plus proche possible de la fin du départ, pour avoir au moins une idée. Au moins, si la personne elle est correcte avant de partir, ben, on sait que probablement il pourra reprendre la conduite une fois le délai de 1 mois terminé. Donc, c'est ce qui conclut la période de questions. J'aimerais vraiment chaleureusement remercier nos conférenciers qui vous avez tous été excellents. Vous avez quand même relevé le défi de présenter des sujets très denses en quelques minutes. Donc, on apprécie beaucoup. Merci aux participants aussi pour les excellentes questions. C'était une conversation vraiment enrichissante. Donc, comme mentionné au début du webinaire, vous allez recevoir un courriel de suivi dans les prochains jours avec votre certificat de participation, le lien pour l'enregistrement ainsi qu'un lien pour un court sondage afin qu'on ait votre feedback. C'est très important pour nous de savoir qu'est-ce que vous avez apprécié et qu'est-ce que vous aimeriez voir dans le futur. Donc, merci à tous et je vous souhaite une bonne journée.